Bonsoir à toutes et à tous dans ce débat de ce soir au GECO sur comment faire repartir l'Europe, vaste programme. J'ai le grand plaisir de modérer ce débat. Je me présente rapidement, je suis directrice éditoriale et cofondatrice d'un site qui s'appelle Vox Europe, que je vous invite à aller voir, qui est en plusieurs langues et qui traite des questions européennes. Et j'ai le plaisir donc de présenter les 4 intervenants qui vont essayer de répondre à cette question large et pas si facile que ça. Antoine Bouette, vous êtes directeur du CEPI, vous êtes également professeur d'économie à l'Université de Bordeaux. Donc Dorothée Rouzet, vous êtes chef économiste à la Direction générale du Trésor. Xavier Rago, vous êtes président de l'OFCE et vous êtes également directeur de recherche au CNRS. Et enfin, à distance, je ne sais pas, voilà, on voit Monsieur Guntram Wolf. Merci d'être là. Vous êtes directeur du German Council on Foreign Relations et vous nous rejoignez depuis Berlin, si je ne me trompe pas. Merci beaucoup d'être là. On va tout de suite rentrer dans le vif du débat, sachant que le sujet est très large, mais et que nous sommes dans un tournant peut-être en termes de montée en puissance d'un certain nombre de bouleversements à la fois géopolitiques, économiques, avec la guerre en Ukraine évidemment, la guerre aujourd'hui au Proche-Orient qui a tendance à diviser aujourd'hui les Européens. Ça, c'est le constat général. En préparant cette conférence, je me suis dit que ce n'était pas possible d'avoir une réponse uniquement en termes d'économie à ce sujet, puisque ces bouleversements ont des conséquences aussi en termes d'examen des blocs, entre guillemets, la confrontation, notamment États-Unis-Chine, il y en a bien d'autres, mais en tout cas celle-là, et dans une période dont on peut se demander si elle est une nouvelle époque de remontée du protectionnisme en termes de commerce international et de protection des économies, notamment l'économie européenne, mais pas que. Est-ce qu'on peut parler de déglobalisation? C'est un terme qui est utilisé effectivement dans le résumé qui est fait de ce débat. Mais bien d'autres questions. Et je vous passe tout de suite la parole, Antoine Bouette, pour nous faire un panorama tel que vous le voyez aujourd'hui des enjeux qui nous permettra de répondre dans un deuxième temps à la question de comment faire repartir l'Europe. Je vous remercie beaucoup. Et puis vous pouvez aussi donc envoyer vos questions. Je crois que ça apparaît voilà, au-dessus. J'aurai vos questions et je pourrai les poser soit au fur et à mesure, soit à la fin en fonction de celle-ci. Bonne écoute et bonne participation. Merci beaucoup. Alors, effectivement, c'est une période un peu exceptionnelle que nous vivons. On a l'habitude de le dire pour pas mal de périodes. Hein, donc, a priori, je me méfie beaucoup de ce genre d'assertion. Donc, j'essaye de prendre une vision de long terme à chaque fois. Mais là, c'est vrai que même en l'apprenant, j'ai l'impression quand même que c'est un moment extrêmement délicat. Alors, il y a évidemment le changement climatique qui va impliquer une transition énergétique, environnementale, écologique, qui est très compliquée. Il y a eu beaucoup de conférences là-dessus. Et puis, il y a la montée en puissance de la Chine. Alors, je suis allé chercher des chiffres pour illustrer cette montée en puissance de la Chine, des chiffres très simples. En 1990, la Chine faisait 1,8% des exportations mondiales de produits manufacturés. Maintenant, elle en fait plus de 21%. Donc, en 30 ans, c'est une puissance montante extraordinaire. Et ça implique des bouleversements au moment de la transition énergétique, tout simplement parce que, par exemple, il y a une industrie qui est extrêmement importante dans les pays riches, qui est l'industrie automobile. Il va y avoir une transformation totale de cette industrie, des moteurs thermiques vers les véhicules électriques. Et il y a une grosse inquiétude sur la place que la Chine va prendre dans cette industrie qui est fondamentale, pour l'Allemagne en particulier, mais aussi pour la France un peu moins, et pour les États-Unis. Et puis il y a bien d'autres industries qui apparaissent, sur lesquelles la Chine apparaît dominante, à des positions dominantes. Alors, tout ça se fait
effectivement, dans un moment où il y a beaucoup de tensions géopolitiques. J'ai cassé mes lunettes ce matin en arrivant dans le train. Voilà, donc... Et il y a toujours aussi il y a beaucoup de progrès techniques. Hein. L'intelligence artificielle, c'est une révolution et ça suscite des inquiétudes. Alors, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a beaucoup d'incertitudes en ce moment. Il y a des indicateurs d'incertitude qui sont calculés depuis très longtemps et actuellement, ils sont à un niveau effectivement très élevé. Et dans cette période d'incertitude très élevée, j'ai l'impression qu'il y a une demande de protection et il y a un réflexe un peu isolationniste. On demande de la protection, on demande du protectionnisme aussi. Hein. Donc ça, il me semblait important de le signaler en introduction. Et c'est ce qui fait, à mon avis, que la période aujourd'hui est exceptionnelle. Au niveau du commerce international, il y a une très forte demande de protectionnisme. Alors, ça me permet de rebondir sur un point que je voudrais faire aussi. Si on peut mettre le graphique, voilà le deuxième, le suivant. En fait, on parle beaucoup de protectionnisme montant. D'ailleurs, le petit commentaire qui présentait cette séance disait on est dans une période de protectionnisme. Alors, au niveau des barrières aux échanges, c'est-à-dire des droits de douane, etc., on n'a pas tellement de preuves de ça, en fait. En tout cas, on est en train de faire des calculs au CEPI là-dessus, on va les sortir dans l'année, mais je ne pense pas que ça donne de toute façon une remontée du protectionnisme manifeste. Tout simplement parce que les droits de douane de Trump et de l'administration Biden, ils ont été compensés par un certain nombre de droits de douane qui ont baissé. Par exemple, la Chine, quand elle a monté ses droits de douane sur les produits américains, mais elle les a baissés sur tous les autres partenaires. Hein. Donc, et puis, il y a eu des zones de libre-échange. Il y a beaucoup de zones de libre-échange qui se font. Je ne vais pas les énumérer, mais il y a bien évidemment la zone de libre-échange continentale africaine, mais il y a aussi en Asie, en Océanie, et la Chine fait partie de ces zones. Il y a des accords commerciaux qui sont très larges. Et qui sont très importants. Donc, je ne sais pas s'il y a véritablement une montée du protectionnisme. Le graphique que je vous montre, c'est un graphique qui fait le rapport du commerce mondial de biens et services sur le PIB mondial. Et c'est de 1973 à 2021. Donc, vous voyez qu'il y a une très forte période de mondialisation, parce que cet indicateur est censé mesurer l'importance de la mondialisation dans l'activité économique. Et en fait, il y a eu une forte période dans les années 1990-2000 de déploiement des chaînes de valeur mondiale, de décomposition internationale des processus productifs. Et du coup, cet indicateur, naturellement, il monte tout simplement parce qu'il faut réfléchir à la façon dont il est calculé. Mais en gros, c'est le rapport d'un flux total sur de la valeur ajoutée. Hein. Donc, en haut, on va compter plusieurs fois la même chose quand ça passe plusieurs fois une frontière. Hein. Donc, il faut faire attention, mais c'est donc un indicateur imparfait. Et alors, en fait, vous voyez que depuis la grande crise financière mondiale, c'est-à-dire 2007-2008, il y a une stagnation, voire une légère baisse. Bon, alors ce qui se passe, c'est qu'effectivement, les chaînes de valeur, on a arrêté de déployer ces chaînes de valeur, donc très largement. Et puis, par contre, le commerce de services continue de monter, ça c'est très important. Et puis, ce qui se passe, c'est que, si je peux avoir le graphique suivant, c'est le même indicateur, mais sur 5 pays. Et vous voyez que, en fait, ce qui se passe, c'est en bleu foncé, on voit la Chine. Et la Chine, depuis 2005-2006, cet indicateur baisse beaucoup, tout simplement parce que la Chine a mis en place une stratégie de relance de la demande intérieure et elle compte beaucoup moins sur le commerce extérieur pour sa croissance économique. Et puis, il y a l'Inde. L'Inde est un pays de tradition protectionniste. Et du coup, il y a des hésitations, notamment depuis le gouvernement de Narendra Modi, qui est plutôt d'orientation protectionniste. Et c'est vrai qu'en Inde, il y a eu pas mal de décisions protectionnistes qui ont été prises. Mais si vous regardez, en fait, la France, en rouge, ou l'Allemagne en vert, eh bien, vous voyez que cet indicateur continue de croître. En fait, pour beaucoup de pays, ça continue de croître. Et donc, est-ce qu'il y a une véritable démondialisation aujourd'hui ? Je ne suis pas sûr. En fait, on ne peut pas encore l'affirmer. Donc, je pensais que c'était important de préciser ces choses. Alors, je voudrais essayer maintenant de voir peut-être
ce qui se passe en Europe. Je voudrais parler de l'Europe un peu par rapport à tout ceci. La conception traditionnelle des politiques commerciales et industrielles de l'Union européenne, je pourrais dire surtout, alors j'aime surtout me parler de commerce, mais je parlais un peu d'industrie, je vais essayer de la caractériser. D'abord, l'Union européenne est une zone très ouverte. Il y a un peu de protectionnisme dans l'agriculture, mais c'est une zone très ouverte. C'est une zone, c'est a priori des pays qui respectent le multilatéralisme. Donc il y a un respect des règles de l'Organisation mondiale du commerce. Ça implique d'avoir une certaine conduite en termes de politique commerciale. Et ça, c'est véritablement une caractéristique importante. On ne peut pas le dire de la même chose des États-Unis, ni de la Chine. C'est vraiment dans l'Union européenne qu'on respecte le plus le multilatéralisme. Ensuite, ce qu'il y a d'important à voir sur l'Europe, c'est que c'est un marché unique. Et a priori, bien évidemment, mais c'est en train d'être mis en cause, on n'autorise pas un gouvernement à subventionner son industrie. Tout simplement parce qu'on ne veut pas créer de déséquilibre. C'était en tout cas la tradition en Europe, et ça, c'est extrêmement important. Et puis, je donnerai une quatrième caractéristique de l'Europe, c'est, je crois, la zone du monde où il y a la plus grande prise de conscience environnementale. Donc, on a mis en place en Europe depuis longtemps un certain nombre de politiques permettant effectivement de faire face au changement climatique. Donc ça, à mon avis, c'est extrêmement important de penser l'Europe dans ce contexte-là. Et il y a eu un changement de contexte international. Alors il y a bien évidemment les tensions géopolitiques qui sont apparues, mais il y a les deux autres grandes puissances mondiales qui se sont mis à faire du protectionnisme. La Chine depuis 2015, avec une politique industrielle extrêmement active. On n'a pas tellement les chiffres, donc c'est très difficile à savoir, mais le peu qu'on sait, eh bien, les subventions à l'industrie nationale sont massives. Donc ça, c'est un premier point. Et puis la surprise, c'est les États-Unis. D'abord avec l'administration Trump, qui a eu un protectionnisme un peu défensif, mais ça a été continué par l'administration Biden, avec une stratégie cette fois-ci offensive, c'est l'Inflation Reduction Act. C'est a priori une loi environnementale avec des subventions à la consommation, à la production de biens verts, mais c'est du protectionnisme parce que dans ces subventions, il y a des clauses de contenu local. Donc c'est véritablement du protectionnisme, ce n'est pas du tout respectueux du multilatéralisme. Donc ça, c'est très important. L'Europe, qui avait cette tradition de conception de sa politique qui avait ces 4 caractéristiques que j'ai données tout à l'heure, elle a été en fait surprise à la fois par la Chine, puis plus récemment par les États-Unis, dans ce qui est devenu en fait effectivement une géoéconomie mondiale. Donc voilà, je voudrais juste, avant peut-être on parlera plus tard des réactions européennes, je voudrais dire que la façon, pour l'Europe, c'est très difficile de définir une politique commerciale. Il y a quelque chose, je crois, dans la description de la séance ou de cette conférence qui est, plus on est bien ensemble, etc., etc. C'est très difficile d'être ensemble. Tout simplement, en matière commerciale, c'est très difficile, tout simplement parce qu'il y a des intérêts commerciaux qui sont différents. L'Allemagne, ce n'est pas la France, notamment par rapport à l'industrie. Et il y a d'autres pays qui sont encore très différents. Par exemple, les Pays-Bas, c'est un tout petit pays en fait, qui rêve d'avoir encore un engagement international, une libéralisation encore plus forte du commerce mondial. Et donc, pour déterminer une politique commerciale unique, c'est très difficile. Voilà. Donc, je parlerai peut-être plus tard de la nouvelle politique. Dans un deuxième temps, oui, merci. Je crois qu'il ne marche pas. Vous m'entendez ? Oui. Dorothée Rouset, je vous passe la parole. D'abord pour savoir, vous, quel constat vous posez aujourd'hui face à tous ces défis. Et quand on préparait ce débat, vous disiez, mais l'Europe n'est pas à l'arrêt, puisque pour répondre à cette question de comment repartir. Et donc, peut-être aussi dans le constat, vous pouvez nous donner, en fait, peut-être l'échelle européenne paraît quand même, ou demeure une échelle appropriée pour répondre à pas mal de défis. Merci. Oui, c'est vrai que je vais partir du titre de la session qui est « Comment faire repartir l'Europe », qui suppose qu'on est complètement sclérosé à l'arrêt. Et je dirais, quand on regarde ce qui s'est passé, notamment face aux crises, l'Europe a une capacité de réaction face aux crises qui est réelle.
elle a été capable de réagir face aux défis urgents. C'est-à-dire, quand on réfléchit face à la pandémie, et ensuite à la crise énergétique, il y a pas mal de tabous qui ont été brisés. Et en quelques mois, face à la pandémie, a été brisé le tabou de l'endettement commun. On a mis en place un plan de relance européen de 800 milliards d'euros, financé par de l'endettement commun, chose qui était impensable même quelques mois plus tôt. Face aux enjeux de questions de sécurité des approvisionnements. Alors, on a eu la succession, on a eu les masques, puis les médicaments, puis les semi-conducteurs, puis le gaz russe. On a été aussi capable de développer un discours européen alors sur l'autonomie stratégique, sur comment avoir davantage de politique industrielle pour prendre en compte nos risques, prendre en compte aussi le contexte géopolitique, etc., qui sont là aussi une sorte de petite révolution à l'échelle européenne par rapport au discours qu'on pouvait avoir avant. Donc, à la fois en termes d'instruments et en termes de réflexion, il y a une vraie quand même capacité de réaction de l'Europe, mais en période de crise. Je dirais le défi maintenant, c'est qu'on a aussi des défis de long terme, mais qui sont assez pressants déjà aujourd'hui, et d'être capable aussi d'avancer dans des périodes plus normales et pas seulement en réaction aux crises. Donc là-dessus, bon, certains des défis, donc Antoine a mentionné les principaux. Je pense que notamment, d'une part, réussir la transition écologique, là où l'Europe est en pointe et a l'ambition de le rester. Et là, je pense que l'échelle européenne, effectivement, est la bonne échelle pour ça, à la fois par la taille du marché. On est, après tout, une des puissances de l'Europe, hein, c'est bête, c'est qu'on est 450 millions, qu'on pèse dans le monde pour ça, que notre marché compte, et ça permet aussi, en partie, d'influencer les autres qui veulent avoir accès à notre marché, par exemple. C'est aussi une capacité de financement. Donc, les enjeux de financement... Donc les enjeux de financement sont importants. Là aussi, on a commencé une première étape avec le plan de relance européen, dont une partie importante des fonds sont dédiés au financement de la transition écologique, de la décarbonation, de la rénovation, etc. Mais ça dure quelques années et se pose la question de qu'est-ce qui vient après. Après tout, on se fixe des ambitions écologiques au niveau européen qui sont les objectifs les plus ambitieux au niveau mondial, et il faut aussi se donner les moyens de les atteindre. Sachant qu'il y a de l'argent public, il y a aussi de l'argent privé. On a aussi un enjeu de développer les financements privés au niveau européen. Ça passe notamment par le développement des marchés de capitaux plus intégrés, puisque la session parlait aussi du marché unique. Il y a des aspects du marché unique qui peuvent aussi être encore développés et nous aider à relever ces défis. Et puis, sur l'aspect, comme je le disais, normes, notre ambition environnementale, mais aussi sociale, etc., l'Europe a la capacité d'influencer le reste du monde par la taille de son marché, par sa capacité à fixer des normes, soit dans ses accords commerciaux, soit simplement pour l'accès à son marché. On l'a vu sur les questions numériques, notamment avec donc, le RGPD, donc le règlement sur la protection des données européennes, qui conditionne donc, l'accès au marché européen sur un certain nombre de services numériques. Il y a dans le monde environ 120 pays qui ont adopté des réglementations compatibles ou comparables pour pouvoir se mettre en conformité avec le RGPD. Donc il y a un vrai pouvoir d'influence et sur lequel je pense qu'il ne faut pas être timide quand on parle notamment environnement. Mon deuxième point, pour revenir à la question un peu de cette imbrication du géopolitique et de l'économique, qui a mentionné sur certains aspects Antoine, effectivement, on voit bien qu'on rentre dans un monde où on a davantage de jeux non coopératifs, à la fois en termes commerciaux. Donc, on disait, quelque part, le fonctionnement européen est fait pour un monde fondé sur des règles, où on respecte les règles et on joue coopératif au niveau multilatéral. Sur le plan commercial, ça coince un peu. Sur le plan industriel, on voit aussi qu'on est rentré dans une course aux subventions avec les États-Unis et la Chine, et que, je dirais, on n'a pas forcément le mode de fonctionnement européen qui est le mieux adapté pour cette imbrication un peu des blocs géopolitiques, des considérations géopolitiques, y compris dans notre politique commerciale industrielle et de l'économie, parce que d'abord on décide à 27 et on n'a pas tous les mêmes intérêts. Ensuite, on a d'un côté tout ce qui est plus régalien, c'est-à-dire la politique étrangère, la politique de défense, c'est chacun dans son pays, hein, c'est des compétences complètement nationales. En revanche, la politique de concurrence, la politique commerciale, c'est fait au niveau européen. Et ensuite, il faut imbriquer tout ça. Donc là-dessus, c'est pas pour dire que rien n'a été fait, au contraire, hein, je pense que cette évolution
dont je parlais depuis donc de la succession de crises, elle est en cours. Il y a pas mal d'avancées, on pourra donc en parler dans un second temps, sur l'adaptation de la politique industrielle, de projets industriels au niveau européen, la prise en compte de nos vulnérabilités, des questions de sécurité des approvisionnements, et au fond de qui on veut être dépendant ou pas, sur quels produits ou pas, de politique industrielle commune aussi pour atteindre nos objectifs écologiques et pour être leader dans des secteurs de l'innovation verte notamment, sur l'adaptation de la politique de concurrence. Mais je pense que c'est là qu'on a des vrais défis aussi, parce que l'Europe est quand même à la base fondée sur un mode de décision à 27 dans un monde qui joue en fonction des règles, et on voit bien qu'on s'en écarte de plus en plus. Merci beaucoup, Dorothée Rouzet. Donc, je pense qu'on a pas mal d'éléments de constat, mais ça va être intéressant de vous écouter, Guntram Wolf, sur votre analyse. Peut-être, je suis désolée d'insister là-dessus, mais peut-être sur des différends actuels qu'on peut voir entre la France et l'Allemagne, notamment au niveau des choix de politique énergétique, et peut-être également sur les questions de fiscalité, mais je ne sais pas si Guntram Wolf est toujours connecté. Oui, vous êtes connecté, donc la parole est à vous. Peut-être dans un premier élément autour du constat de la situation actuelle dans laquelle se trouve l'Europe. Merci. Un grand merci, c'est un plaisir d'être avec vous, même en ligne. On a déjà mentionné pas mal de sujets, donc laissez-moi réfléchir un peu sur les trois grands défis que je vois actuellement pour l'Union européenne dans cette époque, disons, avec un bouleversement géopolitique quand même assez significatif. Moi, je vois trois piliers qui sont mis en danger actuel. Le premier pilier, c'est le pilier de la sécurité en Europe, mais dans le monde. C'est un défi global qu'on voit dans les trois grandes régions, en Asie, le Proche-Orient et évidemment l'Europe. On voit quand même une aggravation de la situation de sécurité. Et les États-Unis, maintenant encore, nous donnent une certaine sécurité en Europe et nous aident à nous protéger contre la Russie. Mais évidemment, il y aura bientôt des élections aux États-Unis et malheureusement, je suis assez pessimiste en ce qui concerne le futur de l'engagement des États-Unis en Europe. Donc ça, c'est, il me semble, le premier grand défi. Le deuxième grand défi, et vous l'avez déjà mentionné, c'est la question de l'énergie. Donc, évidemment, surtout l'Allemagne et l'Europe de l'Est, l'Europe centrale, l'Europe de l'Est, a beaucoup compté sur le gaz russe, qui était très bon marché et qui nous donnait un avantage comparatif au niveau des coûts d'énergie. Cette époque, ça c'est fini. Et c'est fini pour, disons, pas seulement une ou deux années, je crois que c'est fini probablement pour toujours, parce que je ne vois pas comment le régime de Poutine va changer. Donc il y a quand même un grand changement au niveau des prix d'énergie et ce problème couplé avec la question de la transition écologique nous demande un changement fondamental de notre économie avec beaucoup d'investissements nécessaires dans le vert, dans l'énergie renouvelable, et ça c'est un des très très grands défis. Et vous avez mentionné la fiscalité, et évidemment aujourd'hui c'est une journée importante dans l'Allemagne parce qu'il y avait une décision assez importante ce matin de notre Cour constitutionnelle. On la connaît cette Cour. Elle donne toujours des surprises, et aujourd'hui la surprise est une mauvaise surprise parce qu'elle a annulé la décision de la coalition actuelle
coalition voulait utiliser cette dette pour financer la transition écologique et ça a été décidé aujourd'hui que c'est en fait pas constitutionnel. Et ça, évidemment, ça pose un grand problème à court terme, à moyen terme, car de facto, ça deviendra beaucoup plus compliqué de financer cette transition écologique. Mais cette transition écologique est la base en fait, de la stratégie allemande de trouver de l'énergie bon marché pour soutenir l'industrie en Allemagne et en Europe. Donc on a en fait un grand problème d'investissement pour financer l'énergie et remplacer le gaz russe avec une transition écologique et la fiscalité devient beaucoup plus compliquée actuellement. Et je peux vous garantir que ça va poser beaucoup de discussions, en Allemagne, mais évidemment ça pose aussi des discussions au niveau européen. On a toujours le débat sur les règles du pacte de stabilité et croissance. Et disons, là, c'est un renforcement de ceux en Allemagne, comme le ministre des Finances, qui pense que c'est une bonne idée de ne pas utiliser la dette pour financer les investissements dans cette transition écologique. Donc moi personnellement, je suis assez déçu de cette décision et j'ai toujours supporté, disons, une règle d'or vert ou quelque chose de ce genre. Mais la réalité est une autre actuellement et il faut bien réfléchir qu'est-ce que ça veut dire et quelles conséquences de cette décision, encore une fois, pour l'Allemagne, mais aussi pour l'Europe, parce que ça c'est quand même le deuxième grand défi de la transition actuelle que nous vivons et ça pèse, certainement ça pèse sur l'économie allemande. Donc la troisième dimension, et je vais être rapide parce que le temps est quand même assez court, la troisième, le troisième défi que nous avons, c'est, à mon avis, c'est quand même les tensions géopolitiques entre la Chine et les États-Unis. On va voir aujourd'hui, c'est les deux présidents qui vont se réunir à San Francisco, mais évidemment, les tensions entre ces deux grands pouvoirs vont nous causer des problèmes au niveau du commerce, au niveau des relations commerciales dans toutes les dimensions, mais aussi évidemment dans le domaine de la sécurité. Et l'ordre multilatéral sur lequel notre commerce est basé est certainement en danger, ce qui cause des problèmes pour nos économies. Vous avez déjà mentionné que l'Union européenne est une économie assez ouverte. Et évidemment, si la base du commerce international est affectée par cette confrontation géopolitique, à ce point-là, on a quand même un problème assez significatif. Je suis assez d'accord que jusqu'à présent, on ne voit pas encore une démondialisation à cause de ces tensions géopolitiques. On voit que toutes les entreprises réfléchissent qu'est-ce qu'il faut faire, comment gérer ce genre de risque géopolitique, mais encore à ce jour, on ne voit pas encore que le commerce international est à la chute. Mais évidemment, avec la Chine encore de plus en plus orientée vers soi-même, avec un excédent commercial extérieur de plus en plus grand, avec des investissements subventionnés par l'État dans
poser des problèmes pour l'économie mondiale parce que quand même il nous manque de la demande internationale pour absorber ce genre de l'offre excessive subventionnée par l'État Chine. Donc là, je vois là un grand problème. Il me semble que l'Union européenne devrait renforcer le marché unique, devrait renforcer nos relations commerciales avec des pays tiers comme le Mercosur et devrait réfléchir sur une bonne stratégie disons, subventions ciblées à nos avantages comparatifs. Et laisse-moi finir avec ça. Merci. Merci beaucoup, Guntram Wolf. Xavier Rago, c'est à votre tour. Est-ce que vous corroborez les 3 analyses que nous venons d'avoir sur les principaux défis posés actuellement à l'Union européenne? Je pense que les 3 interventions précédentes ont brillamment identifié les défis géopolitiques, énergétiques, économiques, dans différentes dimensions. Je voudrais rajouter le défi technologique. Il y a une accélération technologique actuelle dans plusieurs dimensions. Il y a bien sûr l'intelligence artificielle et toute l'économie digitale dont on voit que la création de valeur se concentre aux États-Unis de manière un peu problématique, je dirais, pour les autres zones. Et puis aussi, la dimension technologique concerne la transition énergétique sur la relative avancée de la Chine sur la voiture électrique par rapport à la lenteur de l'évolution, en particulier, pour souligner ce qu'a dit Antoine Bouette, de l'Allemagne, qui a une lenteur dans l'évolution, la sortie du moteur thermique. Tout cela, on pourrait rajouter des défis. Je pense que c'est évident. L'année 2024, c'est les élections européennes. Qu'est-ce qu'on fait? Pour moi, c'est ça l'enjeu maintenant. C'est une fois qu'on a dit ça, est-ce que l'Europe est à l'arrêt ou pas? Elle n'est pas à l'arrêt, elle avance de crise en crise. Je pense que c'est tout à fait juste, mais on a quand même quelque chose qui est difficile à surmonter en Europe, il faut vraiment s'arrêter dessus, ce qui a été mentionné de manière pudique par plusieurs interventions en disant que les intérêts économiques européens ne sont pas tous les mêmes. Non, c'est plus que ça. Il y a des conflits européens objectifs. Il faudra trancher, il faudra trouver une manière de trancher. Politique énergétique, autonomie allemande. L'Allemagne a investi dans ses relations avec la Russie, avec un certain gain économique de court terme et puis une erreur géostratégique de long terme qui fait qu'aujourd'hui, l'Allemagne est complètement déstabilisée dans sa base industrielle, notamment la chimie. Et l'Allemagne demande des aides d'État massives. C'est nouveau. Avant, l'Allemagne était contre l'encadrement, contre les aides d'État. Petit 1. L'Allemagne a une dette publique très faible, 66% du PIB. Donc elle a les moyens d'avoir des aides d'État massives si elle le veut. Nous, on a à peu près 111% du PIB de dette publique. Hétérogénéité forte des dynamiques fiscales. En termes de gains de productivité et de croissance, on se réjouit en France d'avoir quelques points de croissance en plus que l'Allemagne, c'est juste, mais c'est un peu dérisoire par rapport aux grandes masses des différences. Le 3e pays que je mentionnais, c'est l'Italie qui s'enfonce dans une croissance lente, atone, difficile, avec des conflits politiques internes avec le gouvernement Meloni, qui fait que les tensions géopolitiques au sein de la zone euro sont quand même assez exacerbées. Elles ont été résolues partiellement par la sortie, c'est un peu provocateur ce que je dis, mais bon, je dirais par la sortie de l'Angleterre du jeu européen, qui avait un autre mode de construction fiscale. L'Angleterre voulait mettre tous les pays en concurrence et donc était contre une centralisation fiscale. Le fait que l'Angleterre soit sortie, ça a été une condition d'avancée sur la coordination européenne. Et on a réussi à faire le plan Next Generation EU qu'a mentionné Dorothée. C'est un plan d'endettement massif européen de 800 milliards pour aider les pays dans le cadre de la lutte contre le Covid, dont une bonne partie de cet argent va à l'Italie, justement. C'est l'Italie le grand bénéficiaire de ce moment de coordination européen. Ça a été possible par une relative réhomogénéisation politique de l'Europe après le Brexit. On en est là, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va dans un sens d'une plus grande centralisation et on accepte de créer des institutions pour construire un fédéralisme fiscal? C'est-à-dire qu'on dit qu'il faut une politique industrielle au sens le plus large. Ce qu'a dit Guntram Wolf à la fin de son intervention, il a dit qu'il faut envisager des subventions ciblées sur des avantages comparatifs, je m'arrêterai là, point. Et c'était à la fin de son intervention, c'est fascinant parce que c'est le cœur du débat. C'est quoi ces subventions ciblées sur nos avantages comparatifs? Quel montant? Qui décide?
Est-ce que c'est l'industrie du microélectronique qu'on va mettre dans le nord de l'Allemagne avec des subventions allemandes? Est-ce que c'est photovoltaïque espagnol, etc., etc. Qui décide avec quel argent? Et est-ce qu'il y a une coordination pour ça? Ou est-ce que c'est le pays qui aura plus de recettes fiscales qui va le faire? C'est un énorme risque. Donc qui décide? Et quelle est bien sûr la réalité de la légitimité démocratique de cette centralisation politique nécessaire? Sinon, forcément, il y aura des mouvements de critique en disant c'est la dictature de l'Europe, et il y aura des mouvements de réaction en disant il nous faut de la politique avant de l'économie, et bien sûr c'est légitime. Il faut un lieu de débat politique pour que ces arbitrages aient lieu. Bien, qu'on a dit ça, moi ce que je vois émerger, c'est la chose suivante. Aujourd'hui, c'est mon point 2, donc mon point 1, cette question des convergences des intérêts européens. Mon point 2, cas d'études concrets, donc vous savez que le traité de Maastricht, pour aller vite, c'est l'encadrement des politiques budgétaires nationales a été suspendu en 2020. Donc il n'y a plus d'encadrement, chacun fait ce qu'il veut, c'est un peu open bar, donc les aides d'État, la dette publique, etc. Mais il est censé être remis en place en 2024. Et en moment, on est au cœur d'un débat, notamment un débat franco-allemand, pour essayer, est-ce qu'on peut être d'accord sur une coordination des politiques budgétaires européennes pour que l'endettement soit géré de manière intelligente. Je pense que c'est le cas d'école d'une... Est-ce qu'on va avancer dans une coordination budgétaire européenne? Pourquoi? Parce que dans la proposition qui est faite des nouveaux encadrements des aides d'État qui a été faite par la Commission européenne il y a presque un an maintenant, ce qui est proposé, c'est de sortir... je vais un peu vite et permettez-moi de simplifier un peu. Sortir des critères de Maastricht, des 60% d'aide publique et des 3% de déficit, sortir de l'idée qu'il faut des règles uniformes pour tout le monde, et de dire, bon, on va faire des règles différenciées pays par pays, des rythmes de consolidation des dettes budgétaires, basés sur une bonne intelligence économique pour éviter que si on augmente trop les impôts, ça va casser la croissance, et si jamais on augmente trop la dette, ça peut créer une instabilité, voire un problème de soutenabilité des dettes publiques. Donc, la proposition de la Commission, c'est de dire qu'il faut différencier les trajectoires budgétaires nationales et autoriser dans le texte européen de sortir de la règle uniforme pour aller vers des critères différenciés. D'accord? Donc, la question évidente, c'est qui va choisir ces critères? Quelle est la légitimité démocratique de dire à l'Italie vous devez réduire votre dette publique de 160%, à peu près 150% aujourd'hui, c'est beaucoup en Italie, à 140 à tel rythme? Qui va décider de l'orientation budgétaire nationale des États souverains? C'est ça le vrai sujet, au-delà des techniques. Ce qui est proposé, c'est que ce soit la Commission. La question qu'il faut se poser, nous, Européens, c'est est-ce qu'on crée un fédéralisme fiscal dans lequel la Commission, en lien avec le Parlement, aura un rôle clé dans la coordination des politiques fiscales européennes. Une fois qu'on accepte l'idée de règles uniformes, et c'est ça le changement pour moi copernicien aujourd'hui actuel en Europe, on sort de la règle, on va vers la discrétion, c'est-à-dire vers le choix politique différencié. Qui décide? Et là, c'est le cœur du débat. Et on est au cœur du débat récurrent. Il y a certains pays qui veulent remettre des règles, des sous-règles, des sur-règles, etc., pour remettre des règles en différenciant par pays. Et on fait des usines à gaz. Et au final, il y a une instance qui décide, qui va s'appeler la Commission. Je crois que l'enjeu crucial pour répondre aux défis qu'on a identifiés, c'est une avancée dans la coordination budgétaire en créant un pas de plus vers un fédéralisme fiscal européen. Et ça demande, et vous voyez, ça demande par rapport au tournant d'une volonté nationale identitaire, liée à tous les sujets dont on a parlé. Il y a les sujets les plus délicats, le problème de la gestion des flux migratoires européens en fait partie. Il faut avancer dans les dimensions légitimes vers plus de coordination européenne. En acceptant, remettons sur le débat la possibilité d'avoir des ressources fiscales européennes. Pourquoi pas une partie de l'impôt national qui va abonder un fonds, un budget européen pour permettre une politique industrielle européenne. Ces sujets-là, il faut les remettre dans le débat aujourd'hui parce qu'ils sont exclus par la dynamique exacerbée sur les questions migratoires en particulier, de sécurité, qui font que ces grands enjeux technologiques ne sont pas dans le débat. Dernier point, parce que pour ne pas être trop loin, pour vous donner un exemple, pour moi, de l'avancée de la Commission. Pour moi, on sous-estime le rôle de la Commission dans le dynamique des pays nationaux.
Sur la question environnementale dont on a parlé, on a dit l'Europe, c'est le pays, et c'est juste la zone économique la plus avancée sur la question environnementale. On s'engage sur la neutralité carbone à très court terme. Qui c'est on? Est-ce que c'est les Français qui ont voté? Non, c'est la Commission européenne qui a fait Fit for 55. C'est au niveau de la Commission européenne qu'il y a eu des accords interétatiques proposés par la Commission européenne. Moi, ce qui me, en tant que écolo convaincu, enfin écolo au sens le plus large, hein, il faut faire cette transition énergétique, on en est tous convaincus. C'est la Commission européenne qui est en avance sur les opinions publiques nationales. Moi, j'en suis convaincu. Il y a une sorte de bureaucratie éclairée qui pense à l'intérêt général européen, qui a fait, je peux rentrer dans le détail, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui a fait le marché carbone ETS avec la nouvelle évolution, qui a fait la réflexion sur l'évolution de l'agriculture, les émissions de CO2, etc. Donc l'avancée sur la question environnementale au niveau de la Commission, ce grand défi dont on a mentionné, est largement en avance sur les politiques nationales. C'est très bien dans le fond, mais c'est un petit peu problématique dans la dimension politique des enjeux qu'il faut. Donc pour conclure, pour l'année 2024, qui sera la grande année européenne, ce qu'il faut, c'est s'arrêter et voir tous les avancées qu'a permis les propositions de la Commission, les débattre dans le cadre national, pour pas qu'on ait l'impression qu'il y a des choses qui se font dans le dos des contribuables européens et français, et donner la possibilité réactualisée de faire un pas supplémentaire dans un fédéralisme fiscal en assumant une autonomie d'un trésor européen pour décider une politique industrielle européenne. Essayons d'avoir ce débat raisonné pour les élections 2024. Merci, c'est Xavier Rago qui concentre tous les micros. Et les pistes de solutions pour faire repartir l'Europe. Excusez-moi de ce saut un peu rapide, mais merci pour cette piste en fait dont on pourrait effectivement débattre là entre nous, comme peut-être une façon de, je trouve, de fédérer une réponse à des défis qui ont été évoqués par vous tous en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui souhaite peut-être réagir? Parce que c'est peut-être pas la piste pour faire repartir l'Europe que vous privilégieriez, vous. Antoine Bouette, est-ce que je peux vous demander de répondre? Oui, ça demande réflexion, mais je vais essayer. Effectivement, alors, par rapport au débat qu'on a là depuis le début, ce qui me fait beaucoup réagir, c'est le retour régulier de cette notion de sécurité. Et c'est vrai que je crois que c'est au centre du débat. Alors l'Union européenne fait des choses. Alors j'ai peut-être parlé en vitesse des États-Unis parce que les États-Unis font aussi pas mal de choses là-dessus. Ils ont des choses. Alors par rapport à justement l'élection présidentielle de l'année prochaine aux États-Unis, ça peut être très dangereux, tout simplement parce que on ne peut pas mettre un droit de douane comme on veut sur les importations de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, des États-Unis en Europe. Tout simplement parce qu'ils sont consolidés au niveau de l'Organisation mondiale du commerce. Et les États-Unis disent la chose suivante, on peut le faire pour des motifs de sécurité. Et ils définissent leur sécurité d'une manière très très floue, parce que ils disent s'il y a des importations qui remettent en cause un secteur qui est important, on peut invoquer le motif de sécurité et mettre des droits de douane. Et ils l'ont fait par exemple pour l'acier et l'aluminium venant du Canada et de l'Europe. Et l'acier et l'aluminium qui est importé, d'abord en fait, c'est vrai qu'il y a une utilisation militaire de l'acier et de l'aluminium, mais en fait pour une très large part, ça vient des États-Unis, ce qui est utilisé comme acier militaire et aluminium. Et puis le Canada et l'Europe, ce n'est pas tellement des ennemis des États-Unis. Donc c'était très étonnant d'avoir l'argument de la sécurité pour dire on arrête les importations par des droits de douane. Donc ça, c'est un débat qui est essentiel, tout simplement parce que bien évidemment, les partenaires commerciaux contestent cette interprétation. Il y a eu une plainte à l'OMC, mais ces plaintes à l'OMC, en ce moment, elles ne marchent pas parce que les États-Unis se refusent à nommer des juges à la Cour d'appel et du coup, on a beau avoir raison contre les États-Unis, si les États-Unis font appel, eh bien, ça suspend le jugement et l'appel tombe dans le vide, into the void. Et donc, il n'y a pas de décision. Donc, en fait, on n'a pas pu, effectivement, régler cette question. Et donc, ça, c'est très important parce que les États-Unis veulent absolument
utiliser l'argument de la sécurité nationale pour pouvoir ralentir le commerce. Et vous imaginez si Donald Trump est réélu à la fin de l'année prochaine, eh bien on risque d'avoir de manière très très régulière et avec un impact très fort sur le commerce. À noter d'ailleurs que Donald Trump dit en plus la chose suivante: je vais mettre un tarif de 10% sur tous les produits venant de tous les partenaires. Ce qui serait un choc commercial absolument énorme. Et il y a des propositions pires d'ailleurs dans ses conseillers proches. Donc il y a véritablement un danger très important de ce côté-là. Donc cette interprétation des États-Unis, c'est on veut pouvoir utiliser l'argument de la sécurité nationale qui est défini de façon floue pour arrêter les importations. Ils font aussi des choses incroyables, les États-Unis, parce qu'ils interdisent des exportations de biens de haute technologie vers la Chine et vers d'autres pays qu'ils n'aiment pas beaucoup, tout simplement pour empêcher leur progrès technique. Et en plus, ils font pression sur les autres pays qui exportent ces biens de haute technologie pour qu'ils fassent de même. Donc, par exemple, sur les Pays-Bas, ça a été fait, sur le Japon, ça a été fait. Et donc ça, c'est quand même des choses qui sont assez extraordinaires. Ils le font pour des raisons de sécurité, tout simplement parce que Jake Sullivan, qui est le conseiller à la sécurité nationale aux États-Unis, a, en septembre ou octobre 2022, dit qu'il faut empêcher à tout prix les progrès technologiques en Chine et les utilisations de toutes les importations qui pourraient venir de pays riches pour des utilisations civiles et surtout militaires. Donc ça, c'est véritablement quelque chose d'incroyable. Et en plus, on l'a dit, il y a du dérisking, c'est-à-dire on essaye de pénaliser les importations en provenance de Chine. Et ce qu'on voit, effectivement, entre le commerce entre les États-Unis et la Chine, on voit que la part de la Chine dans les importations américaines, elle baisse très significativement. Elle est passée de 22% à 19%. Donc ça veut dire qu'on ne découple pas, on n'arrête pas le commerce avec la Chine, mais par contre, sur un certain nombre de produits, eh bien, on diminue le risque. Et ça, c'est une évolution importante. Et par rapport au graphique que je montrais tout à l'heure, eh bien, en fait, c'est le Vietnam, c'est l'Inde qui ont remplacé la Chine dans l'approvisionnement du marché américain. Donc ça veut dire que le commerce mondial reste, mais on change la relation bilatérale. Et il y a même, on est allé plus loin récemment au niveau de l'Organisation mondiale du commerce. En fait, on a mis en évidence le fait qu'on a un début de commerce entre pays amis qui se fait. En fait, ce sont des économistes qui ont utilisé les votes au Conseil des Nations Unies pour dire qu'il y a deux groupes de pays qui votent toujours de la même façon aux Nations Unies. Donc on peut imaginer du côté Iran, Russie, Chine, etc. Eh bien, on s'aperçoit que depuis 2019, entre pays amis, le commerce croît davantage qu'entre pays qui ne le sont pas. Donc il y a un début, effectivement, sur cette évolution. Alors l'Union européenne, ce qu'elle fait, c'est qu'elle identifie des produits sur lesquels elle voudrait avoir de la résilience au niveau de l'approvisionnement. Et ça ne veut pas dire relocaliser la production. Ça veut dire, ça peut relocaliser la production, mais on peut aussi diversifier les sources d'importation. Donc ce qu'on ne veut pas, c'est être dépendant d'un pays, et notamment de la Chine. Donc ça, c'est très important. Et puis il y a d'autres solutions qu'on étudie, comme le stockage. Mais pour l'instant, on est dans une solution d'identification des produits pour lesquels on ne veut plus avoir de dépendance. Donc ça, c'est très important. On remet en cause effectivement les règles du marché unique et on tolère de plus en plus les subventions à l'intérieur des États. On signe aussi beaucoup d'accords de libre-échange. En ce moment, l'Union européenne, justement pour diversifier ses sources d'approvisionnement, fait des accords de libre-échange avec le Chili, le Mexique, l'Argentine, l'Australie. Si vous regardez, si vous comprenez ces pays, eh bien, c'est tous des producteurs de minerais critiques. Donc effectivement, on veut sécuriser ces approvisionnements. Et puis, on se dote d'instruments de défense commerciale, c'est-à-dire on ne veut plus avoir des situations où une puissance extérieure fait pression sur nous. Vous vous souvenez peut-être de l'épisode de la Lituanie qui avait ouvert un bureau de Taïwan
Et la Chine a décidé de couper les importations en provenance de Lituanie, et y compris d'ailleurs, je crois, si je me souviens bien, de biens qui contenaient des biens intermédiaires lituaniens. C'était la Lituanie, je crois, ou la Lettonie, je ne sais plus. Voilà, donc effectivement, ça peut, par rapport à un petit pays, effectivement, perdre l'accès à un si grand marché. C'est très dommageable. Donc en Europe, on réfléchit effectivement à avoir des instruments qui vont nous permettre de nous défendre de ceci. À noter aussi qu'on va, par exemple, avoir des instruments plus adaptés contre les subventions chinoises ou contre, en fait, des biens qui sont produits de manière sale, c'est-à-dire avec une grosse empreinte carbone. Merci. Dorothée Rouzet, je vous laisse réagir soit à la proposition avancée par Xavier Rago, soit au constat que vous venez de faire de nouveau sur je veux dire, cette réorientation quelque part de la politique commerciale en fait. Oui, merci. Alors peut-être pour commencer par la politique commerciale, effectivement, je dirais ce qui est fait au niveau européen, et au niveau français aussi d'ailleurs, c'est de commencer par bien identifier quels sont les risques liés à la structure de notre commerce et au contexte géopolitique. Et il y a un côté travail de fourmi en fait, parce qu'on parle dépendance stratégique, et la première chose à faire, c'est au fait de quoi on parle. D'une part, de qui on est dépendant et dans quoi on est dépendant. Donc, ça veut dire en fait regarder très concrètement, en fait, produit par produit. Et la Commission a fait ce travail, et nous aussi pour la France. Quels sont les produits pour lesquels nos importations sont très très concentrées venant d'un seul pays, ou à 90% d'un seul pays, par exemple. Quels sont parmi ces produits ceux pour lesquels en fait il y a très peu d'autres pays producteurs, donc si on voulait diversifier, on aurait du mal à trouver des sources alternatives. Et puis parmi ceux-là, lesquels sont stratégiques. En fait, quand on fait ce travail, on aboutit à un nombre, on a abouti à quelques dizaines de produits, parce que d'une part, si on est dépendant pour un produit stratégique du Danemark, on s'en remettra. Si on est dépendant de la Chine, on se pose des questions. Et puis quand on fait cet exercice, pour donner un exemple de quels sont les produits qu'on importe en quasi-intégralité d'un seul pays, et c'est très concentré, on n'a pas d'autres pays producteurs, par exemple tomber sur des trucs comme les plantes artificielles, c'est pareil, si du jour au lendemain on ne peut plus importer de plantes artificielles, je pense que c'est pas non plus un enjeu économique dramatique. Donc même si c'est très bien les plantes artificielles, mais bon, c'est pas aussi stratégique que les semi-conducteurs. C'est un peu ce travail d'identification. Une fois qu'on a identifié, on dit qu'est-ce qu'on fait. Je dirais la relocalisation, c'est un peu la dernière stratégie, c'est souvent la plus coûteuse. Mais alors il y a pour certains produits, si c'est pas très coûteux, on peut faire des stocks. Pour d'autres pays, on cherche des partenaires alternatifs. Pour certains minerais, on peut essayer d'avoir plus de capacité de recyclage. Et souvent, on a un peu un mix de toutes ces stratégies pour essayer, disons, d'avoir plus de résilience au niveau européen. Et ça permet aussi de soutenir nos stratégies industrielles, parce qu'en fait, un certain nombre de produits pour lesquels on va se retrouver en dépendance par rapport à la Chine, etc., ça peut être par exemple des minerais qui rentrent dans la production de batteries électriques. Et là, on voit bien qu'on n'a pas très envie d'être dépendant de la Chine pour ça. Donc après, comme le mentionnait Antoine, il y a aussi une question qui est une démarche que, pour le coup, l'Europe a vraiment renforcée, qui est d'être un peu plus assertive dans notre politique commerciale, c'est-à-dire d'utiliser, tout en respectant les règles, mais d'utiliser les instruments qui sont en fait à notre disposition pour contrer des pays qui ne jouent pas selon les règles, parce que pour des raisons de subvention, parce qu'ils ont des politiques distorsives qui leur donnent un avantage un peu indu par rapport à la concurrence internationale. Et donc, il existe des instruments aussi pour y remédier, qu'on commence à utiliser davantage. Et puis ensuite, sur l'aspect un peu à l'intersection entre politique commerciale et politique industrielle, donc on a mentionné le relâchement du régime des aides d'État qui a eu lieu depuis le Covid, et avec plusieurs épisodes, et le dernier étant davantage pour la réponse notamment aux subventions américaines, pour permettre aux États d'avoir davantage de subventions ou de crédits d'impôt industriels pour des secteurs alors bien ciblés, mais identifiés à la fois comme critiques et comme importants pour la transition écologique.
Donc là, il y a un équilibre un petit peu délicat à avoir entre à la fois, donc on veut d'une part que pouvoir, je dirais, faire face à la concurrence quand on a d'un côté la Chine, de l'autre les États-Unis qui subventionnent assez massivement et on veut pas être les dindons de la farce, et en même temps ne pas rentrer dans une dérive à la fois de course subvention qui peut être extrêmement coûteuse et qui peut aussi être un peu dommageable au sein du marché intérieur, puisque ça risque aussi je dirais, de mettre en désaccord assez radical les pays, les grands et les petits, ceux qui ont plus de ressources fiscales ou moins, et donc d'avoir un peu cet équilibre en termes de ciblage des secteurs dans lesquels c'est autorisé, de la manière dont on peut le faire. Et donc ça, c'est aussi une évolution qui est en cours et qui va, enfin, une question qui va se poser de plus en plus au fur et à mesure qu'on normalise un peu toutes les mesures exceptionnelles qui ont été prises pour la succession de crises. Ensuite, sur le plan, pour aller sur les questions plus budgétaires, moi je vais peut-être rebondir sur la question de la réforme des règles budgétaires, et je pense que mon point serait tout simplement il faut être cohérent dans l'ensemble de nos objectifs européens. C'est-à-dire qu'on négocie d'une part une réforme des règles budgétaires, donc en ce moment, qu'on espère faire atterrir d'ici à la fin de l'année, dont un des objectifs est certes là aussi une certaine normalisation et de revenir à des finances publiques un peu plus disciplinées que ce qui a été dépensé à raison pour faire face à la succession de crises. Mais en même temps, il ne faut pas perdre de vue qu'on a beaucoup d'autres objectifs au niveau européen. On n'a pas très envie de décrocher ou de continuer même à décrocher par rapport aux États-Unis, notamment en termes de productivité. On a beaucoup d'investissements à faire dans la transition écologique, dans la transition numérique, dans la défense aussi. Et il faut être cohérent dans la manière dont on approche tout ça. Donc vraiment l'objectif de cette réforme, même si c'est un point de vue très français, mais c'est aussi quand même l'esprit des propositions de la Commission, c'est d'avoir cet équilibre entre, oui, évidemment, on vise la soutenabilité des finances publiques, mais on ne veut pas le faire d'une manière qui soit dommageable à la croissance ou qui nous empêche de faire les investissements dans la transition écologique qu'on a besoin de faire et qu'on a besoin de faire plutôt aujourd'hui que demain. Donc là aussi, je dirais, dans l'ensemble des réformes européennes qu'on est en train et des objectifs européens qu'on se donne dans différentes instances européennes, je pense qu'il y a vraiment un objectif de cohérence d'ensemble pour nous permettre de décliner nos différents objectifs. Merci beaucoup, Dorothée Rouzet. Avant de repasser la parole à Guntram Wolf, j'espère qu'il est toujours avec nous, je voulais juste vous rappeler que pour l'instant, je n'ai pas de questions du public. Vous pouvez donc les poser. Je les reçois sur une tablette, mais pour l'instant, je n'en ai pas. Voilà, il y a le mode d'emploi ici. Et Guntram Wolf, je vous repasse la parole. À la fois parce que je serais très intéressée d'avoir votre retour sur cette possibilité d'un fédéralisme budgétaire avancé par Xavier Rago, et puis et sur d'autres points bien évidemment aussi, et aussi peut-être avoir votre opinion, donc à 6 mois d'élections européennes, sur le rôle joué par la Commission à la fois maintenant, mais aussi potentiellement comme étant un peu un fer de lance finalement d'un certain nombre de réformes. Très bien, oui. Par rapport à la question budgétaire, il me semble, Xavier, ça fait plaisir de te revoir et discuter avec toi de ce sujet. Donc le sujet est quand même beaucoup discuté depuis des années. Et il me semble qu'il y a une certaine incohérence entre la notion du fédéralisme d'une part et d'autre part d'une coordination budgétaire. Donc soit on discute sur une fédéralisation des dépenses publiques ou on discute d'une plus grande coordination des politiques budgétaires nationales. À mon avis, ce qu'il nous faut à ce moment de crise mondiale, de crise géopolitique, il nous faut des biens publics européens. Donc c'est quand même des biens publics européens qui devraient être financés à l'échelle au niveau européen. Donc c'est-à-dire, c'est la question évidemment, de la défense, de la sécurité. Là, actuellement, on fait plein de
de nos dépenses de sécurité et de notre sécurité, en fait, est faite par les États-Unis. Ce n'est pas l'Union européenne qui garantit notre sécurité collective, c'est l'OTAN et c'est le pilier américain. Donc, qu'est-ce qu'on va faire si ce pilier américain n'est plus là? Il nous faut un pilier de défense européen. C'est pas tellement urgent pour la France que pour l'Allemagne et que pour l'Europe de l'Est, mais je peux vous garantir pour l'Europe de l'Est, c'est absolument urgent et il nous regarde très étroitement, très clairement quels sont les signaux qui viennent de Berlin, qui viennent de Paris, en ce qui concerne d'être prêt à garantir la sécurité collective de l'Union européenne. Donc si on veut ça, évidemment, il faut parler plutôt d'une fédéralisation de la défense. Commencer avec la défense de la recherche, pour la recherche et le développement des systèmes militaires. On peut aussi discuter, évidemment, si on veut être plus ambitieux, des achats communs, peut-être une vision un peu à plus à long terme, pourrait être que certains systèmes des armes soient produits plutôt en France et d'autres systèmes d'armes soient produits plutôt en Allemagne ou dans des pays tiers. Donc là, ça c'est une vision, disons, fédérale. La contrepartie pour cette vision un peu plus fédérale au niveau de défense et de budget, c'est, à mon avis, c'est de la dette commune, pour financer tout ça, eurobond ou quelque chose de ce genre, et une discipline budgétaire un peu plus, disons, un peu plus stricte au niveau national. Donc ça, il me semble que c'est une vision cohérente au niveau européen qui est extrêmement difficile à obtenir, mais qui est vraiment une réponse à l'enjeu qu'on face actuellement dans cette situation vraiment très très précaire au niveau de la géopolitique. Donc il me semble que ça c'est une vision. C'est une vision, mais c'est une vision qu'on devrait discuter dans l'année 2024. C'est l'année, comme tu as dit, vous savez, c'est l'année des élections européennes. Mais si on ne discute pas ça entre destin commun, qu'est-ce qu'on va discuter? C'est ça un des grands sujets. Évidemment, la transition climatique, la transition énergie, ça fait partie de ces grands enjeux et ça pourrait faire partie de la discussion collective dans l'année 2024. Donc, à mon avis, il faut aller dans cette direction parce qu'on voit bien que, et tu as mentionné la discussion actuelle, moi je n'étais pas là la semaine dernière à l'ECOFIN, mais apparemment, pas encore un accord. Hein. Donc, il me semble que cette approche de réforme des règles, on a fait ça plusieurs fois. Hein. On a fait ça déjà il y a 10 ans. Donc, la nouvelle vision de la Commission
Merci beaucoup, Guntram. J'en profite pour vous poser une question qui vient d'être posée, Guntram, si vous voulez bien rester avec nous. Une coordination budgétaire devrait-elle nécessairement passer par un vote des 27 pays européens? Sinon, c'est Xavier Rago qui va répondre. Oui, mais écoutez, là, tout d'abord, pour les questions budgétaires, il me semble qu'il y a un certain aspect de l'union monétaire, donc c'est des connexions avec l'union monétaire, donc c'est certainement plus important au sein de l'union monétaire qu'au sein des 27. Puis après, est-ce qu'on pourrait envisionner une Europe plus étroite, plus petite, où on fait plus les choses ensemble, une Europe de plusieurs vitesses? Moi, je crois que oui, mais c'est pas tellement facile de le faire, et surtout avec la question de l'élargissement à l'Est, l'Ukraine, etc., on a quand même un besoin de réformer nos processus de décision, et ça inclut, à mon avis, des degrés d'intégration différents pour des groupes de pays. Donc, la réponse est oui, on peut différencier. Merci beaucoup. Avant de vous laisser répondre, Xavier Rago, il y a 2 questions qui nous ont été posées, que je vous donne ici. La mise en place d'un fédéralisme fiscal ne permettra-t-il pas l'émergence d'un fédéralisme budgétaire plus poussé, notamment dans le cadre de chocs conjoncturels asymétriques? Et la deuxième question, spécifiquement pour vous, qui a été posée, la question du fédéralisme budgétaire avec un risque d'une montée des partis souverainistes en juin prochain. Guntram Wolf, que je salue, a posé la question clé qui était trop implicite dans mon discours. C'est quoi ce fédéralisme fiscal dont on parle? Il y a 2 possibilités, il faudra choisir. Une première, c'est de dire, bon, on coordonne les budgets nationaux, c'est-à-dire on laisse les États s'endetter et les États décident des dépenses, particulièrement des dépenses militaires. Et c'est un bon exemple parce que c'est un sujet crucial. On a l'intersection de la géopolitique et de la géoéconomie. Et on coordonne les politiques industrielles sur le plan militaire, technologique et autres. Et donc, quelque part, la bataille nationale au niveau européen, c'est plus de flexibilité. Mais qui dit plus de flexibilité, c'est qu'en fait, il y aurait des dettes nationales et on se coordonne. On va dans ce sens-là. Il y a un autre modèle qu'a mentionné Guntram Wolf, qui est de dire moins de flexibilité nationale, donc les États s'endettent moins, mais l'Europe en tant que telle, maintenant, s'endette et décide des montants. Ça paraissait abstrait, surréaliste avant, c'est ce qu'on a fait dans le Covid, avec un endettement européen qui a surpris tout le monde de 800 milliards, et il y a une dette propre européenne, comme si l'Europe était un État. Donc on a une sorte de pseudo-fédéralisme fiscal hybride. Où on va? Soit on donne plus de capacité à l'Europe pour s'endetter en tant que telle, et ça a été une proposition du président Macron, en disant qu'il faut faire un second volet de dette publique européenne, qui a été bloqué par les pays finlandais, etc. Je ne rentre pas dans les détails, mais bon, ça n'avance pas. Donc là, il faudra choisir où on va, quelque part. Et où on va, bien sûr, ça va dépendre des enjeux. Et je pense qu'effectivement, la question, c'est pourquoi un endettement européen? Pourquoi faire? Donc, quels sont les biens publics? Qu'est-ce qui justifie un endettement européen? Et je pense sur ce plan-là, il faut être pragmatique avec une application évidente du principe de subsidiarité. C'est-à-dire que ce qui doit être fait au niveau européen est fait au niveau européen, ce qui est fait au niveau national est fait au niveau national. Et là-dessus, moi, dans ma réflexion, mes propositions, je pense qu'il ne faut pas réinventer l'eau chaude. Il faut faire un peu ce qu'ont fait les États-Unis, qui est une fédération fiscale compliquée dans sa création, dans sa genèse. Mais si vous regardez le Texas, ils font des trucs super différents du Vermont, où le Vermont, c'est à peu près la Norvège, et le Texas, c'est un pays complètement différent, avec pas d'impôts, etc. Donc l'hétérogénéité au sein des États européens, ce n'est pas connu en Europe, mais est énorme en termes fiscaux. Donc on peut s'inspirer de ces éléments-là. Mais je pense que, moi, ce qu'il faut éviter, c'est des règles fiscales trop contraignantes sans politique budgétaire autonome européenne, si on perdra sur tous les tableaux. Si jamais on peut aller dans le sens d'une négociation de règles un peu plus dures au niveau national,
et avec une capacité d'endettement européenne pour créer des bains publics, moi je suis pour, j'avoue, je suis pour. Je sais que Guntram Wolf est pour, je suis pour. La question, c'est est-ce que les opinions publiques l'accepteront vu l'état du débat? J'en suis pas sûr, et ça renvoie à votre question. Donc un second choix plus politiquement réaliste me semble un relâchement des capacités d'intervention budgétaire nationale et une coordination entre un sous-groupe de pays qui avancent sur des biens publics qui sont, 1, la défense, je vais y revenir, 2, la recherche, et 3, l'éducation, en permettant la mobilité des jeunes, en créant des universités européennes. On n'en parle pas. Vu d'ici, je fais juste cette petite parenthèse, les jeunes sont à droite, ils sont tous là. Mais je pense qu'il faut les inclure plus dans le projet européen et créer des universités européennes. Bien. Une fois qu'on a dit ça, la petite différence moi, je suis pour, au niveau européen, d'aller directement sur les sujets les plus conflictuels. Sur la question de la sécurité, le problème de l'armée européenne et des capacités stratégiques européennes, c'est une question, 1, de l'allocation des ressources, et 2, de la question de la force de frappe française, qui est la seule puissance nucléaire. Et la question d'une politique, d'une doctrine de défense et d'une militaire commune européenne, il faut la construire, parce que ce n'est pas qu'une question économique. C'est quelles sont les décisions de projection des forces armées. Et l'histoire française et allemande est très différente. Qui décide quelles décident les doctrines d'intervention de certains types d'armes et la coordination des forces armées. Vous imaginez le débat complexe entre la France et l'Allemagne, qui est encore plus différente que le débat qu'on avait entre la France et la Grande-Bretagne, qui est notre puissance, qui connaissait ces enjeux géostratégiques. Donc, je pense que, 1, il faut, d'une manière réaliste et concrète, 1, relâcher les règles budgétaires pour permettre des endettements nationaux plus importants, pas se battre pour un endettement additionnel européen, j'y crois pas personnellement, vu les réactions des pays du Nord, et 2, aller vers une coordination de certains pays, France, Italie, Espagne et Allemagne, ça fait 70% du PIB de la zone euro à peu près. Si on arrive à avoir des coalitions en créant déjà des projets industriels sur recherche, éducation et armée, on pourra avancer. Donc je pense que c'est ce sentier-là qui est entre le réalisme politique et le réalisme économique qui nous permettra d'avancer. Et le dernier point, c'est qu'il faut je ne dis pas que j'ai raison, je dis au moins que la question, elle est essentielle. Donc essayons de trouver un moyen pour mettre cette question en débat en 2024. Merci beaucoup. Je vais grouper des questions, parce que là, maintenant, elles tombent. Et peut-être vous pourrez y répondre comme vous le souhaitez et à commencer à introduire des éléments conclusifs en même temps. Donc, sur le sujet de la défense et des dépenses militaires, j'ai 3 questions. Ne faut-il pas tenir compte des dépenses militaires pour définir les règles ciblées de déficit budgétaire ? Faut-il prendre en compte les conflits géopolitiques actuels concernant l'insécurité économique et les projets futurs ? Et une 3e question, est-ce que démilitariser l'Europe pourrait suffire à la relancer ? J'ai d'autres questions ensuite, mais voilà, je vous laisse prendre ça dans l'ordre que vous le souhaitez. Qui voudrait répondre? Oui, je vous en prie, Dorothée. Oui, ouais, peut-être sur la question, je dirais, est-ce qu'il faut prendre en compte la défense pour définir les règles budgétaires? En fait, je dirais dans les tours de négociation, chaque pays a un peu son truc qui voudrait exclure des règles budgétaires. Alors je caricature un peu en disant ça, mais les pays qui dépensent beaucoup en défense disent ah bah oui, mais il faudrait sortir les dépenses de défense parce que quand même ça contribue au bien commun. Et puis du coup d'autres pays qui dépensent moins en défense disent oui mais le vert c'est vertueux donc sortons le vert, etc., etc. Et en fait c'est quand on fait ça, on peut assez vite aboutir à, je dirais, soit encourager une certaine créativité comptable où on trouve plein de choses qui du coup rentrent dans le périmètre de ce qu'on exclut. Enfin, ça peut ne pas forcément aboutir à plus de créativité sur le plan comptable que de dépenses, que d'incitation réelle à dépenser dans les biens communs. Mais une fois cela dit, en fait, quand on regarde même historiquement, alors on a envie de comparer la France et l'Allemagne, nous quand même historiquement on a beaucoup dépensé en défense, ça bénéficie à tout le continent, d'autres, y compris l'Allemagne, ont dépensé moins. Bon, malgré tout, même si on regarde sur les 20 dernières années l'écart de dépenses en défense entre la France et l'Allemagne, par rapport à l'écart de hausse de la dette, on en fait aller entre
Je crois que on pourrait aboutir à peu près 16 points sur les 40 points d'écart de trajectoire de dette. Donc, on ne va pas dire c'est parce qu'on a dépensé en défense qu'on a plus de dettes, ça ne marche pas. Et ce d'autant que, en fait, les dépenses de défense, souvent, c'est des dépenses qui sont des dépenses industrielles, des dépenses de recherche et développement, qui, en fait, entretiennent tout un secteur, qui est un secteur assez dynamique de notre économie, qui, est un secteur qui entretient aussi un tissu de sous-traitants, qui a des effets de bord sur l'innovation dans d'autres secteurs complètement civils, qui contribue à nos exportations. Alors beaucoup en ce moment, c'est un peu malheureux, mais malheureusement, c'est le cas. Donc, qui a aussi des retombées sur l'activité qui ont contribué par ailleurs à un peu, je dirais, soutenir notre ratio d'endettement. Donc, c'est pas si simple que ça. Et encore une fois, c'est un exemple, mais certains pays vont dire des défenses et d'autres vont répondre le vert et d'autres vont dire, mais au fait, l'éducation, c'est bien pour le PIB. Et c'est pas forcément si simple. Donc ensuite, je dirais, c'est pris en compte de manière un peu plus molle. Alors, je ne dis pas ça de manière péjorative, hein, mais dans les facteurs d'appréciation de déficit excessif, etc., malgré tout, la composition des dépenses, est-ce que vous avez beaucoup investi? Est-ce que vous avez fait des réformes qui permettent de soutenir la croissance? Est-ce que vous investissez dans des biens communs et des priorités de l'Union? C'est des facteurs qui doivent être pris en compte. Peut-être dernier point, si je peux rebondir sur un peu ce que mentionnait Xavier sur un peu le choix entre soit on se coordonne, soit on finance des biens communs au niveau européen. Je dirais pour moi la question du financement des biens communs au niveau européen, c'est une question qui est super intéressante. C'est un débat qui mérite qu'on l'ait, mais qui ne peut pas être décorrélé des ressources européennes. C'est-à-dire que si on se dit on poursuit de l'endettement commun pour financer des biens communs, mais in fine, on n'a pas vraiment de ressources européennes. Quand je dis des ressources européennes, c'est alors tout le débat sur les ressources propres qui, malgré tout, n'avance pas depuis des années aussi vite qu'on aurait voulu. En fait, on a besoin d'avoir des ressources fiscales européennes qui ne sont pas directement identifiables à tel pays. Parce que sinon, on peut faire de l'endettement commun pour financer des biens communs. Et dans le débat politique, y compris au sein de chaque pays, à la fin, la question, ça va être, mais au fait, la France, combien on met, combien on retire ? On est contributeur net, c'est catastrophique, on ne devrait pas le faire. Donc tant qu'on n'a pas... je pense qu'il faut vraiment, si on avance dans ce champ-là, il faut avancer à la fois sur les ressources et sur les dépenses. On ne peut pas faire l'un sans l'autre parce que sinon on revient dans un peu ces questions comptables de est-ce qu'on y gagne, est-ce qu'on y perd, et c'est pas comme ça qu'on peut avancer au niveau européen. Merci. J'avais une question que je n'avais pas vue qui est celle-ci. Si on crée une armée commune, quelle sera la clé de répartition de la dépense? Alors j'imagine si une armée commune ferait partie des biens communs. Est-ce que quelqu'un veut répondre à ça ou je vous laisse réfléchir et j'en pose une autre qui, à mon avis, et ce serait qu'on peut poser à Guntram Wolf, je pense. Quelle piste pour résoudre les positions énergétiques opposées françaises et allemandes alors, je suis désolée pour la fin de la question, pour favoriser le consommateur français lésé par ce différend? Désolée de vous la poser à vous, mais je trouve ça intéressant.
Merci beaucoup, Guntram. Je vous pose 2 dernières questions et je vous demanderai, en fait, soit vous pouvez y répondre, soit pas, mais peut-être d'avoir des propos conclusifs, si on peut conclure sur un tel sujet. Mais en tout cas, il nous reste 8 minutes, en fait, il faut qu'on termine vraiment à l'heure. Dans ces questions, il y en a une, c'est est-ce que le retour de l'Angleterre dans l'Union européenne pourrait désormais aider à faire repartir l'Europe? Pourquoi pas? Mais je vous laisse répondre. Alors oui, une question. Dans le cadre d'un fédéralisme fiscal, quel rôle pour la BCE? Le recours à la création monétaire pour financer la transition écologique est-il souhaitable? Alors, je ne sais pas dans quel ordre vous voulez répondre et intervenir. Antoine Bouet, oui, Xavier Rago, allez-y. Aller dans le sens de... Je vais commencer sur 2 choses. Aller dans le sens de Dorothée sur... et je vais être un peu affirmatif pour être conclusif. Sur qu'est-ce qu'il faut exclure des dépenses, des règles maastrichtiennes, éducation, etc., santé, vert. Moi, je suis assez clair, il faut exclure rien. Parce que là, on mélange tout. Les règles européennes, c'est pour voir est-ce que la dette est soutenable. Donc, c'est un montant maximum pour ne pas déstabiliser. Et une fois qu'on a ce montant maximum, les États ils doivent faire tout ce qu'ils veulent dedans. Enfin, s'ils veulent faire de l'éducation, etc. On mélange des règles fiscales, comptables, etc. avec des orientations qu'on voudrait souhaitables. On voudrait de la défense. Et quelque part, on capture le débat qui devait être des débats parlementaires, aussi bien national qu'européen, dans des textes qui sont des textes purement budgétaires. Je trouve que on se trompe d'instrument. La question, c'est est-ce qu'il y a trop de dettes ou pas, et comment on fait pour limiter l'instabilité des dettes publiques, dont on a vu la question de la Grèce. Donc, je ne suis pas pour exclure la dépense militaire, ni les dépenses environnementales. C'était un petit point de nuance par rapport au discours de Guntram Volt que j'ai vu passer au niveau européen. Non, enfin, c'est purement fiscal. Hein, et après, laissons le débat démocratique, savoir qu'est-ce qu'on fait. Petit 1. Petit 2, ça renvoie à la question BCE, dette, etc. Alors, je vais être aussi un peu affirmatif. Il y en a un peu marre de la dette. C'est pour ça que moi, j'ai parlé d'un impôt européen. C'est que là, on fait comme si on allait tout financer par dette et que... oui, il faut financer par dette, et moi je suis absolument pas contre la dette, il y a encore des marges fiscales. Mais au final, il faudra payer les intérêts sur la dette, stabiliser la dette, et au départ, il faudra des ressources fiscales. Et il faudra augmenter les impôts. Soit par la BCE, ça s'appelle la taxe inflationniste, c'est que j'augmente l'inflation pour faire payer les gens, soit par des impôts, et donc moi je suis contre. Mieux vaut que ce soit le Parlement qui décide l'impôt et qui décide des affaires redistributives, qui doit payer l'impôt ou pas, qu'on a un débat vraiment pour le côté un peu churchillien. Hein. L'impôt, c'est la souffrance partagée. Hein. On ne veut pas payer des impôts. On voudrait que ce soit les autres qui les payent, à peu près. Hein. Je résume un peu. Mais il faut payer des impôts pour ces biens publics. Donc la question, c'est quels impôts on augmente. Et je trouve qu'il y a plein de trucs qui contournent cette question-là en disant il faut de la monnaie, il faut de... Mais non, la question, c'est assumer quel impôt il augmente. Et la question, et là je renvoie à ce qui a été dit, c'est que vous voyez, je vais dans un sens où finalement, ce n'est pas ça le vrai débat. Le vrai débat, c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec quel argent. Et donc, c'est partir des biens publics. Et encore une fois, je reviens sur les biens publics, c'est parlons de l'université européenne, parlons de la santé, de la recherche européenne, parlons de l'industrie de l'armement européen et parlons d'autres sujets importants. Je n'ai pas le temps de parler sur les marchés du travail européen. Donc, parlons vraiment d'objets sur lesquels on a envie d'investir au niveau européen. Quantifions-les, qu'est-ce qui doit être au niveau européen, et après on discutera des ressources, des impôts, sur les ressources propres européennes. Est-ce que c'est la taxe sur le plastique? Est-ce que c'est la taxe sur les transactions financières? Est-ce que c'est les mécanismes carbone d'ajustement aux frontières qui ont généré des recettes fiscales? Tout ça, c'est des enjeux européens pour créer des ressources propres. Il y aura des très bons économistes qui vont quantifier les choses, mais d'abord, ce qu'il faut mettre dans le débat politique, c'est qu'est-ce qu'on veut faire et combien ça coûte, et après, on verra comment on le finance. Donc Europe, éducation, santé, recherche, déjà c'est bien, et défense. Oui, juste, alors très vite sur les questions. Oui, sur l'aspect création monétaire, enfin, moi, je rejoins ce qu'a dit Xavier. D'abord, bon, il n'y a pas de recette magique. Hein, ça ne marche pas en général, ça fait effectivement de l'inflation. Et puis, bon, il ne faut pas oublier 2 choses. D'une part, c'est que, in fine, les actionnaires de la BCE, c'est les gouvernements. Hein, donc, si on fait faire trop de pertes à la BCE, en général, ça finit par se retrouver quelque part dans les États. Et puis, la BCE, elle n'a pas pour but, en fait, de faire toutes les politiques publiques. C'est une instance qui est indépendante, qui ne découle pas d'élections, donc qui ne va pas se mettre, en fait, à décider ce qui devrait relever du débat démocratique, à savoir qu'est-ce qu'on veut faire en termes de transition écologique, jusqu'où, qui finance, etc.
c'est pas son job, c'est le job des instances élues, à la fois au niveau national, au niveau européen, mais je pense qu'il faut pas forcément tout mélanger. Peut-être juste sur la question, un peu, est-ce que le retour de l'Angleterre changerait la dynamique? Bon, je vais pas faire de la politique fiction, c'est pas à l'ordre du jour, ils veulent pas revenir, donc on va pas... Par contre, ce que je peux dire, c'est, et peut-être pour rebondir sur ce qu'on disait sur les divergences franco-allemandes, c'est vrai que dans la configuration post-Brexit de l'Union européenne, il y a quelque chose qui a été encore renforcé, c'est qu'entre la France et l'Allemagne, même si on n'est pas d'accord, on est condamné à s'entendre. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'accord européen qui peut se faire sans le poids des deux gros. Alors du coup, quand on voit ce qui en transparaît dans le débat public, ça peut donner l'impression de pas mal de crispations, de pas mal de frictions, etc. Mais c'est aussi parce qu'en fait, on partage au moins un grand objectif qui est que l'Europe continue à avancer et on sait qu'on a besoin de s'entendre, y compris sur les sujets qui fâchent, pour que ça se produise. Donc c'est vrai sur la réforme du marché de l'énergie où un accord a été trouvé, sans doute personne n'est complètement satisfait, mais c'est le principe du compromis. Sur les règles budgétaires européennes, on ne part pas du même point, mais je peux vous garantir qu'entre les ministres des Finances français et allemands, il n'y a pas une semaine sans un, voire deux Paris-Berlin ou Berlin-Paris, et ça discute intensément. Donc forcément, on discute que des sujets qui fâchent parce qu'on cherche à s'entendre, mais le point, c'est aussi qu'on cherche à s'entendre et à continuer à avoir ce rôle moteur. Merci. À vous, vous avez une minute. Oui, juste pour dire deux choses peut-être, pour finir sur une note un petit peu optimiste. Je pense que, parce qu'on a été quand même un petit peu anxiogène, il faut de la coopération internationale. Donc je pense qu'il faut bien réfléchir dans la géoéconomie à ne pas trop agresser les autres pays, et notamment par exemple la Chine. Par exemple la Chine, quand on lui interdit des exportations et donc des accès à des biens de haute technologie, elle répond par des représailles sur un certain nombre de minerais critiques comme le gallium, le germanium, le graphite, sur lequel elle a un gros contrôle. Donc il faut bien faire attention on est dans un monde quand même interdépendant, donc on ne peut pas se permettre de couper complètement les ponts. La deuxième chose, c'est que l'élection de Donald Trump n'est pas du tout une chose certaine. Je connais bien les États-Unis et la vie politique aux États-Unis parce que j'y ai passé un grand moment. Et en fait, c'est une élection qui va élire celui qui est le moins détesté. Et en fait, Trump est quand même très, très détesté. Donc, Merci beaucoup pour cette note optimiste. Guntram, vous avez les 30 dernières secondes. Vous avez les 30 secondes, 20 secondes. Pas mal comme conclusion. Merci beaucoup à vous tous et toutes. Merci à nos intervenants pour ce débat passionnant, je trouve.